risques sécuritaires de cet espace. Et ensuite, nous appellerons M. Trevor Gwane pour nous parler de South Africa's shrinking sovereignty, economic crisis, ecological damage, sub-imperialism and social struggle. Vu les deux communications, nous voyons que nous ne resterons pas dans les problèmes seulement sécuritaires du Sahel et nous ne discuterons pas de l'importance de la sécurité dans le développement de nos pays et nous sommes tous témoins de ce qui se passe dans le Sahel. Maintenant, écoutons M. Ibro Abdou pour nous parler de la fragilisation de l'espace dans la zone sahélo-saharienne. Monsieur Ibro, vous avez la parole. Vous avez 15 minutes pour ou peut-être 17 minutes. Hein. Bonjour, moi c'est M. Ibro Abdou. Je dirige un institut de formation en master de prospective, d'évaluation et de stratégie. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble être totalement déconnecté peut-être. C'est quelque chose qui semble être... C'est quelque chose qui semble être peut-être totalement déconnecté de nos ordres de jour, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment pour moi un grand honneur de participer à ce symposium en l'honneur de Samir Amin, n'est-ce pas, en hommage à Samir Amin. Samir Amin, le professeur, Samir Amin, le chercheur, Samir Amin, le militant, mais également Samir, tout simplement l'humaniste. C'est important de rappeler tout ceci, parce que dans Samir, on a pu regrouper tout ça. Okay. Il a enseigné ce qu'il voulait faire passer comme message, il a approfondi la réflexion par rapport à son projet militant et il a mis en place et travaillé avec des gens pour faire aboutir son projet. Alors, ce dont nous allons vous parler, c'est tout simplement pour dire que il faut que nous sachions que la question de la déconnexion est très très importante dans notre thème de sécurité, parce que tout simplement, en faisant un rappel historique, on rappelle ceci. C'est que l'effondrement de l'Union soviétique à l'époque a eu dans l'espace mondial des conséquences qui sont politiques et militaires et dont les résultats sont tout simplement une décomposition mondiale où les nouvelles donnes stratégiques sont celles-ci, un monde de violence, des conflits internes, une mondialisation de la production, une planète qui est devenue quasiment une poudrière du fait justement de la prolifération. Et nous avions également que par rapport à l'implosion de l'Union soviétique, on avait également eu un monde qui est devenu un monde de paradoxe. Mais il faut dire qu'en vérité, cette implosion de l'Union soviétique est également le résultat d'une mondialisation dans laquelle un système de notre point de vue a gagné sur un autre. C'est extrêmement important, je crois, il faut le dire. Et partant de là, c'est dire qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour corriger tout ceci. Donc, de tous ces faits que nous avions évoqués, on rappelle que nous sommes dans une situation de rupture en vérité d'un système, d'un modèle d'accumulation et de régulation dans lequel il y avait à l'époque une coïncidence entre l'espace d'accumulation et celui de la gestion politique des conflits. Je parle de la mondialisation.
Donc, le modèle aujourd'hui qui est caractérisé par une mondialisation de l'accumulation, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas en face de ce modèle un État pour le gérer. Alors, du fait justement de l'inexistence d'un État pour gérer ce modèle mondial, n'est-ce pas, il y a que ceci a amené à un certain nombre d'éléments qui sont ceux-ci. Dans cette nouvelle configuration, où nous avions l'accumulation qui est devenue mondiale, l'Afrique devient un acteur qui devient de plus en plus marginal et qui a du mal à suivre le nouveau rythme, car elle repose, l'Afrique, sur un modèle d'agriculture vivrière, de faible productivité, sur des spécialisations qui sont primaires, n'est-ce pas? Parce que justement, son industrialisation, elle reste en dehors des exigences de la compétitivité sur le marché mondial, parce que justement, nous sommes également, pour ce qui concerne l'Afrique, dans un monde qui devient de plus en plus riche, alors que sa population, elle, devient de plus en plus pauvre. Donc, par rapport à cette image de l'Afrique, dans ce monde qui se mondialise, n'est-ce pas, on se rend compte qu'il y a également que l'Afrique a été traversée par une accélération politique. En vérité, cette accélération politique, d'où vient-elle? C'est que la mondialisation a tout simplement s'est cristallisée autour des préoccupations d'un certain nombre de nations qui sont tout simplement le contrôle par ces nations d'un certain nombre d'éléments que Samir a amené à appeler contrôle de la communication, contrôle de la technologie, contrôle de la création de l'argent, etc. Et de ce fait-là, la mondialisation a laissé le reste du monde faire le reste. Et c'est dans cet exercice que l'Afrique a été traversée par un certain nombre d'éléments qui sont la démocratie, le multipartisme, et a vu une réjouissance alors d'un ensemble de crises qui sont l'intégrisme, l'ethnocentrisme, le communautarisme, ce qui a donné lieu à des guerres, n'est-ce pas, et à un certain nombre de guerres. Donc, la mondialisation, globalement, a fragilisé l'Afrique. Que la mondialisation a créé des conditions en Afrique qui ont fait que l'Afrique n'avait plus de capacité de répondre à des chocs extérieurs. Ça, ce sont les facteurs internes qui ont fragilisé l'Afrique. La mondialisation, n'est-ce pas? Il y a également des facteurs qui sont internes à l'Afrique. Dans une démarche que nous avions entreprise à notre institut, nous avions essayé d'identifier, mais au fait, du point de vue interne, est-ce qu'il y a des facteurs qui ont contribué à fragiliser davantage l'Afrique? Alors, nous avions, à notre institut, fait une identification de ces facteurs en utilisant bien sûr des instruments et des démarches qui relèvent de la prospective. Et ceci nous a permis d'avoir et d'identifier ces facteurs que nous avions considérés comme des facteurs qui ont fragilisé l'Afrique au nombre de 13. Ces facteurs partent en fait de la surpopulation de l'Afrique, de la porosité des frontières en Afrique, de l'insuffisance des ressources financières, de la vision religieuse, de la dégradation de l'environnement, etc., jusqu'à l'absence de prospective, à la faiblesse des moyens de défense et de sécurité, n'est-ce pas? Mais également, comme autre facteur de fragilisation de l'Afrique, et là-dessus nous insistons, ce sont les rapports de force internationaux. Ces facteurs de fragilisation que nous avions identifiés en Afrique, nous les avions tout simplement traités, analysés à travers une démarche d'analyse structurelle qui nous permet de les hiérarchiser d'une part, mais également d'arriver à mettre le doigt sur lesquels de ces facteurs sont vraiment les facteurs moteurs de la fragilisation en Afrique.
Alors, dans l'exercice que nous avions fait d'analyse structurelle des facteurs que nous avions identifiés, il est ressorti que les facteurs les plus influents pour la fragilisation de l'Afrique sont les rapports de force internationaux, l'insuffisance des ressources, l'étendue des territoires, les visions religieuses, l'absence de prospective, la faiblesse des politiques de développement et le manque de ressources. Il y a également, ces facteurs sont les facteurs les plus influents. Il y a également après ces facteurs les plus influents, nous avons également des facteurs qu'on a identifiés comme étant des facteurs dépendants. Et ceci procède de l'exercice d'analyse structurelle que nous avions fait à la lumière des facteurs que nous avions identifiés. Alors, donc, de ce premier exercice, où nous sommes arrivés à mettre le doigt sur les facteurs les plus influents de fragilisation, mais également les facteurs qui sont les plus dépendants de l'exercice de la fragilisation, nous avions également fait un autre exercice. Cet autre exercice, c'est de traiter ces facteurs à la lumière d'une application qui a été développée par un Français, c'est Godet. Et cette application, c'est une matrice d'impact croisé et multiplication appliquée à un croisement. Elle permet tout simplement de saisir quels sont, parmi les facteurs que nous avions identifiés, ceux qui sont vraiment les facteurs moteurs de la fragilisation, quels sont les facteurs qui ont été identifiés comme étant des facteurs relais, quels sont les facteurs qui sont les facteurs résultats, et enfin, quels sont les facteurs qui sont les facteurs sur lesquels, à la limite, nous n'avions pas d'influence. Et de cet exercice, donc d'utilisation de l'application matrice d'impact croisé, multiplication appliquée à un classement, nous avions fait ressortir ce tableau qui est là, dans lequel il le ressort, c'est l'application qui le sort, et qui indique ici, dans ce cadran de droite chez vous et de gauche chez moi, vous avez ici ce qu'on appelle les facteurs qui sont les facteurs moteurs. Ce sont les facteurs qui tirent, qui sont ceux qui participent réellement à la fragilisation des espaces. Vous avez ici dans ce cadran ce qu'on appelle les facteurs qui sont des facteurs relais, qui peuvent devenir des facteurs moteurs ou bien des facteurs qui sont des facteurs ici nous avions ici, ce sont les facteurs résultats. Donc, en fonction des acteurs qui pilotent ces différents facteurs, ils peuvent revenir ici ou là. Alors, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'abord, dans le premier temps, de nous rendre compte que nous avions des facteurs qui sont essentiels dans la fragilisation de l'Afrique, particulièrement les rapports de force internationaux, comme vous le savez, qui ont fait que nous avions accepté, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la mise en œuvre des passes, que nous acceptions encore un certain nombre de propositions qui nous sont faites à l'extérieur. Tout ça, c'est tout simplement du fait des rapports de force sur lesquels on n'a pas du tout d'emprise. Okay. Et donc de l'identification de ces facteurs, nous avions tout simplement dit ceci, que les facteurs qui ont fragilisé globalement l'Afrique, c'est les rapports de force internationaux, c'est l'étendue des territoires, c'est les visions religieuses, c'est la faiblesse des politiques de développement, c'est le manque de ressources, c'est la pauvreté, c'est le manque de stratégie, la pauvreté des frontières et le manque de prospective. Et nous avions de ce côté-ci quelles sont les variables qui sont motrices de fragilisation. Alors, celles qui sont motrices, ce sont celles-là. Nous avions 1, 2, 3, 4, 5, le rapport de force, l'étendue des territoires, les visions religieuses, la faiblesse des politiques de développement, la faiblesse des moyens de défense, et enfin, bien sûr, du point de vue religieux, le prosélytisme. Alors, ce que nous avions fait, ce que nous avions considéré que, en vérité, ces facteurs que nous avons identifiés comme étant des facteurs de fragilisation, donc des facteurs qui ont amené à ce que, par rapport à des chocs extérieurs, nous ne puissions pas du tout répondre, parce que c'est la fragilisation, c'est cette incapacité de pouvoir répondre à des chocs extérieurs. Nous pensons que justement, ce sont ces facteurs qui ont amené ceci. Alors, de l'identification de ces facteurs de fragilisation moteur, nous avons identifié et nous avons dit que ces facteurs de fragilisation ont fait apparaître de nouveaux facteurs, qui eux, cette fois-ci, nous avons qualifiés
comme étant des facteurs de risque sécuritaire. Et c'est ainsi que les rapports de force internationaux identifiés comme facteurs moteurs de fragilisation, n'est-ce pas, ont fait apparaître de nouveaux facteurs qui sont des facteurs de risque, ce n'est pas encore des risques, qui sont des rapports de domination, parce qu'il y a des rapports de force, nous sommes rentrés dans d'autres éléments qui sont rapports de domination, la colonisation, des conflits de civilisation, des guerres, des tensions diverses, des hégémonies, des sanctions, etc. Nous pensons que ça, ce sont des facteurs qui sont des facteurs de risque, ok, et chacun des autres facteurs a fait naître d'autres éléments qui sont des facteurs de risque. Alors, en utilisant également une autre démarche, cette fois-ci développée par Transparency International, qui consiste à identifier, mettre le doigt sur les risques, parce que nous pensons que jusqu'à présent, nous ne sommes que dans des perspectives, n'est-ce pas, d'identification des facteurs de risque. Nous sommes partis pour essayer de voir, en fait, ces facteurs de risque, est-ce qu'ils deviennent des risques? Et parce que pour nous, l'exercice, c'est quoi? C'est d'arriver à mettre le doigt sur les facteurs moteurs de fragilisation et des risques, identifier les risques, et à la lumière de cette identification, alors, mettre en place des stratégies pour pouvoir juguler et corriger ceci. Nous avions identifié donc un ensemble de risques qui sont là par facteur. Et bien sûr, la méthode de calcul de risque qu'on considère tout simplement que le risque de l'approche de Transparency International est tout simplement, vous allez dire que dans tous les cas c'est totalement subjectif, mais on donne une amplitude, n'est-ce pas, à l'occurrence de ce risque, on donne également une amplitude à la réalisation de ces risques, et en multipliant les deux, nous avions l'amplitude du risque. Et c'est ainsi que, par exemple, en considérant, par exemple, le prosélytisme, nous considérons que du point de vue, n'est-ce pas, de son avènement, du point de vue probable, c'est par exemple une échelle de 5, okay, à une échelle de 1 simplement, il vient. Mais cependant, au cas où il adviendrait, nous pensons que l'impact qu'il va avoir sur une échelle de 5 va être 3. Vous allez dire que c'est subjectif, mais ça, c'est pas ça qui est le plus important, c'est par rapport à la démarche, parce que justement, ces exercices que nous avions développés sont des exercices qui doivent se réaliser avec des gens qui sont spécialistes dans les différents domaines. Ce sont les conditions préalables. Alors, nous avions, par cette démarche, identifié un ensemble de risques, et de ces risques, nous avions identifié, bien sûr, les risques les plus... Enfin, on voit bien que tous les facteurs que nous avions identifiés, excusez-moi, sont devenus des facteurs de risque. Tous les facteurs de risque que nous avons identifiés sont plutôt devenus des risques, parce qu'ils deviennent des risques quand ici le produit n'est pas nul. Okay. Ils deviennent tous des risques. Et alors, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est l'évaluation de ces risques-là. Parce que l'exercice dans la démarche que nous entraînons, c'est également comment arriver à hiérarchiser, parce que nous avions là une multitude de facteurs de risque qui ont fait naître un ensemble de risques. Le tout, c'est d'arriver à mettre le doigt, n'est-ce pas, dans la hiérarchisation de ces risques, de la hiérarchie de ces risques. Et ceci se fait à travers ce tableau qui est là, dans lequel nous considérons ici en abscisse, n'est-ce pas, en ordonnée plutôt, nous considérons ici, ce sont les conditions probables. Est-ce que le risque est presque impossible, le risque est improbable, le risque est possible, le risque est probable, mais il est certain. Du point de vue de la probabilité des risques. Et ici, nous considérons, est-ce que ce risque-là, est-ce qu'il est significatif, est-ce qu'il est mineur, est-ce qu'il est modéré, est-ce qu'il est majeur, et est-ce qu'il est catastrophique. Donc nous avions, à la lumière de ce que nous avions fait sur la base de nos conventions, nous sommes arrivés à identifier un ensemble de risques qui, effectivement, sont, on le voit bien, dans notre espace sahélo-saharien, sont devenus des risques qui sont majeurs. Et les risques qui sont catastrophiques ou majeurs, ce n'est pas tout. Ce qui est le plus important, c'est qu'une fois qu'on consacre ces risques qui sont majeurs ou catastrophiques, c'est quelle est leur probabilité d'avènement. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et donc, sur la base de ces informations, bien sûr, nous arrivons à capter les risques et donc à devoir agir sur eux. Et c'est ainsi que nous avions identifié ainsi un ensemble de risques qui sont répertoriés
qui sont que de ces risques, une liste que vous allez voir dans le document. Nous allons aller très très vite pour rester dans 5 minutes et partie. Donc il ressort que dans la plupart des risques qui ont été identifiés, que la plupart de ces risques proviennent des facteurs qui sont externes, de fragilisation, okay, à savoir les rapports de force internationaux, politiques et stratégies de développement imposées. À l'analyse, il ressort que les facteurs de risque sécuritaire créés par les facteurs externes sont également des facteurs de perte de souveraineté. Et c'est à ça que nous voulons arriver. En effet, s'agissant de l'Afrique, de l'Ouest particulièrement, et de l'espace sahélo-saharien, globalement, et de l'espace sahélo-saharien particulièrement, nous avions que la littérature empirique, relative aux questions des forces, des rapports de force internationaux au statut de développement, elle fait transparaître que cette partie de l'Afrique a quasiment perdu toute capacité de concevoir ou de produire un développement dedans, donc tout développement souverain. En effet, globalement, la colonisation a créé une dislocation, une transformation exogène de nos sociétés par le biais d'un certain nombre de choses qui sont l'école, c'est très important, parce que quand vous reprenez, je parle du Niger, un livre qui a été écrit par un colon qui est Maurice Abadi, il dit de manière très explicite que l'école, okay, est le cheval de bataille à partir duquel on peut pouvoir, dans le discours actuel, formater les mentalités et les hommes. Et effectivement, c'est cette raison justement que les questions, par exemple, de la souveraineté intellectuelle se posent. Parce que malheureusement, nous tous, nous procédons de ce cadre-là qui nous a menés à ce... Alors, nous avions également que, par exemple, que, bon, le consensus de Washington nous a plongé dans un système d'accumulation qui nous a obligés, qui nous a d'une administration de dedans, bien sûr. Nous avions également que les politiques de développement ont généré des facteurs qui ne nous permettent plus de répondre efficacement aux chocs extérieurs, okay, etc. Donc, je conclue. Alors, la conclusion est celle-ci. C'est que, contrairement à l'Europe du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, dont la transformation procède d'une dynamique interne que nous appelons dislocation, transformation endogène, qui l'a rendue de plus en plus forte, l'Afrique, elle, a subi un processus que nous appelons la dislocation, transformation exogène, dont les résultats ont été et restent une incapacité à répondre aux chocs extérieurs, une marginalisation, une dépendance et une soumission. Face à cette situation, lui sont appliqués, je parle de l'Afrique, lui sont appliqués de manière indistincte les mêmes remèdes utilisés pour soigner les crises et autres performances des sociétés dont la transformation s'est réalisée du fait de leur dynamique interne. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. Donc la dynamique interne de l'Occident a fait naître en effet le système capitaliste, la théorisation de ce système, ainsi que la théorisation de ce système, ainsi que les instruments de sa régulation et de sa performance, ce qui a été fait. Ce processus peut-il être dupliqué par transposition dans nos formations sociales qui ont déjà leur propre dynamique? Cette transposition peut-elle donner des produits similaires à ceux d'une dislocation, transformation endogène? Bien que les faits historiques infirment cette assertion, les acteurs de cet acte n'en démordent pas. L'Afrique continue à être analysée à la lumière des cadres théoriques nés de la dislocation, transformation exogène et continue à être soignée avec les instruments et les outils relatifs. Les résultats de tous ces exercices sont une Afrique plus faible, plus fragilisée, notamment par la mondialisation qui crée de nouveaux chocs et qui sont génératrices de facteurs dont la caractéristique essentielle aujourd'hui est d'être des facteurs de risque sécuritaire. Donc, l'ISEP a recensé ces facteurs, les a traités, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les manifestations de ces risques sont le terrorisme, le banditisme, le trafic des armes et toutes les guerres qui sont aujourd'hui imposées à l'Afrique. La solution de cette manifestation est de s'attaquer aux facteurs qui la font naître. Aussi, aujourd'hui, plus que hier, la théorie de la déconnexion
doit être au centre de la recherche de solutions pour les pays qui ont subi la dislocation, transformation exogène. Je vous remercie. Goïta, on va demander l'autorisation à Trevor. Trevor, if you don't mind, we wanted to Goïta to take it from where Ibro left to talk about the Sahel region, specifically the case of Mali, and then you will come for the South African. It's a good friend of mine. Okay, good. Thank you. Sahel et en me focalisant un peu sur le cas du Mali. Je pense que Ibro a donné de façon beaucoup plus globale l'appréciation par rapport à certaines catégories de facteurs qui ont contribué à ce changement plus ou moins radical de la situation au niveau des pays du Sahel, qui s'est étendu d'ailleurs à des pays côtiers. Mais je voulais juste partager un certain nombre de points importants, et parce que pour ceux qui lisent la presse, il y a tellement d'informations erronées qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir, parce que la plupart des personnes qu'on rencontre quand on vient du Mali, ce pays est aujourd'hui dans une situation tellement difficile qu'il n'y a même plus de perspective de sortie de la crise. Je voulais juste insister sur d'abord deux points essentiels. On oublie que historiquement, le Mali a eu des situations conflictuelles dans cette partie de notre pays, notamment le nord et l'est, parce que Kidal n'est pas le nord du Mali, Kidal c'est l'est du Mali, à des rébellions répétées, mais qui avaient été déjà un projet colonial. C'est depuis De Gaulle que la perspective de création de l'Azawad était là. Je voulais juste rappeler, parce que c'est très important qu'on ne puisse pas s'agripper à ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est venu de si loin que la période coloniale, avant l'indépendance du Mali. Donc la question de l'Azawad était déjà rentrée dans la tête de beaucoup de communautés, et en sachant que la communauté Touareg est composée d'à peu près 37 clans au Mali, pour le cas du Mali. Et sur les 37 clans, vous trouverez dans la rébellion notamment 2 de ces clans, hein, qui sont les Chamamonas, qui dirigent beaucoup plus que les autres. C'est aussi dû à cette approche historique qui est important de mentionner. Ensuite, on oublie que déjà depuis 2001, qu'il existe au Mali une opération conjointe qui a été mise en place par les Américains, qui s'appelle Fling Flock, et qui d'ailleurs transparaît dans le film que Aziz a proposé, et qui faisait déjà des formations entre le Burkina, le Mali et le Niger sur les opérations de lutte antiterroriste. Ça c'est déjà vers 2001 que ça a commencé. Et l'année suivante, en 2002, la France a eu l'opération Guilimaga. Chaque année, c'est l'opération Guilimaga qui consistait à mener des opérations conjointes Mali, Burkina, Niger, au niveau de la zone qu'on appelle aujourd'hui la zone de 3 frontières, et qui est différent de ce qui vient du côté de la forêt de Ouagadougou, qui est entre le Mali et la Mauritanie. Donc il y a eu des opérations conjointes pour préparer les troupes, les armées, à une lutte antiterroriste. Mais ça disait beaucoup de choses, parce que je n'ai pas le temps de vous montrer ici un outil important qui est rentré en ligne de compte par la suite. C'est ce qu'on appelle la carte pétrolière du Mali. Parce que le Mali dispose d'une carte pétrolière qui a été élaborée par le ministère des Mines et du Pétrole à l'époque, au temps de Amadou Touré, le président de la République, et qui a négocié plusieurs entreprises pour assurer l'exploration. Il y avait à peu près une trentaine de bassins, et aucune des entreprises françaises n'a eu
des licences d'exploration, parce que les grandes entreprises qui avaient commencé l'exploration, c'est Eni Sipex particulièrement, qui est d'origine algérienne. Ça a été un grand point de départ de ce qui est arrivé par la suite au Mali. On l'oublie, mais c'est extrêmement important de le signaler. Et si vous prenez les bassins, j'aurais bien aimé vous montrer la carte peut-être avant, mais je ne vais pas m'attarder. Vous allez voir que les bassins qui sont de couleur verte à la frontière avec le Niger, pour d'autres raisons, parce qu'il y a d'autres ressources, l'uranium et tout ce qu'il y a, et que ceci avait été laissé en réserve, parce que tout simplement de la sensibilité, la diversité des ressources qui sont dans cette zone. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la zone des 3 frontières, c'est juste à l'embouchure de cette zone-là. Ça, c'est un autre élément que je voulais rappeler et qui a créé beaucoup de frictions. Beaucoup de frictions déjà entre l'État malien et la France par rapport au début d'exploration de ces ressources-là. Il y a des articles à l'époque déjà qu'on avait rédigés pour montrer le lien entre la situation qui s'est dégradée de plus en plus au niveau de cette zone, avant, ça c'est bien avant l'intervention en Libye, et qui a causé l'autre aspect, parce qu'on prend l'histoire à partir de là. Ça c'est la partie réarmement de la rébellion au niveau de Kidal, mais qui n'est pas le départ de l'armement de la rébellion, parce que la rébellion a été réarmée. Mais l'armement de la rébellion est antérieur à cette période-là. Parce qu'il y avait déjà de l'armement qui circulait. J'ai eu le privilège de travailler avec la Commission nationale de lutte contre les armes légères au Mali, qui se trouve dans presque tous nos pays, et qui avait déjà collecté des armes avec des populations dont les provenances sont connues. Donc ces armes qui ont constitué la flamme de la paix n'étaient pas que des armes des trafiquants. Donc ça, c'est un problème qui est suffisamment clair, et qui, depuis les premières flammes de la paix, où il y a eu ces flammes-là, sans l'identification de la traçabilité des armes, la donne a changé avec la traçabilité des armes avant leur destruction. Donc il y avait plusieurs provenances. En dehors d'un petit stock qui venait du Tchad, qui était double étiqueté entre le Tchad et je crois l'Ouzbékistan, toutes les armes avaient été identifiées avant d'être brûlées. Donc une partie des stocks appartenait déjà au stock français. Ça, c'est avant qu'on ne jette les armes au niveau de la Libye et qui a été transportée par ce qu'on connaît. Cette histoire est bien connue avec les noyaux du MLLA qui faisaient partie en grande partie de l'armée libyenne et donc qui a été transporté grâce à l'accord des autorités maliennes pour les faire rentrer sur le territoire national, accueilli par 6 ministres à l'époque à Kidal, avec 50 millions du gouvernement qui a été donné à cette troupe-là pour justement bienvenue chez eux, mais qui avait le deal de sauver les 6 otages français des Areva qui étaient au nord du Mali. J'en passe parce que cette histoire elle est plus ou moins mieux connue. Il y a 2 éléments, je vais insister avant de terminer pour permettre à ce qu'on ait le débat. Il y a un récit populaire qui dit que la voie vers l'extrémisme violent et la radicalisation religieuse, elle est fausse. Il y a beaucoup de jeunes qu'on rencontre, il y a 2 raisons qui les poussent à intégrer. Parce que ça, c'est une partie aussi qui fait l'objet de beaucoup de diffusion d'informations au niveau international. Les jeunes qu'on interroge, aujourd'hui, toutes les recherches convergent dans le même sens. Il y a 2 raisons qui les poussent à intégrer les groupes armés. Ces groupes armés, aujourd'hui, personne ne peut attester qu'ils sont affiliés à Yad, à Gali ou qu'ils sont affiliés à Amadou Koufa, parce que les groupes sont si divers. Disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pôle de convergence entre ces différents groupes. Ça complexifie la situation, mais c'est le cas. Donc quand on prend aujourd'hui ces jeunes, la plupart, il y a 2 raisons. La première raison fondamentale, c'est la recherche de moyens à cause du chômage extrême qui est causé de loin par des phénomènes qui ont été évoqués aujourd'hui tout de suite par Ibro, l'ajustement structurel et tout le reste qui a suivi et qui a créé le chômage de masse de ces jeunes. La plupart des jeunes qui vont dans les groupes aujourd'hui disent nous n'avons rien à faire. Parce qu'ils sont payés pour faire cette opération, $300 dans certains cas, $100 pour d'autres, et d'ailleurs quand il n'y a pas d'argent, ils ont $50 par mois, et ils préfèrent avoir ça et d'intégrer. Deuxième raison qu'ils évoquent, c'est leur sécurité, la sécurité de leur famille. Parce que les autres jeunes, ils rentrent.
sont armés, apprennent à tirer sur les gens. Donc celui qui n'a pas ces armes-là n'est pas protégé. Celui qui ne l'a pas ne protège pas sa famille. Donc voilà les deux raisons principales qui sont données. Maintenant, il y a certains de ces groupes qui, à partir de ces opérations d'enrôlement, créent les conditions d'endoctrinement. Donc ce n'est pas du tout le fait religieux qui précède l'intégration dans ces groupes-là. Il y a d'autres raisons, mais il y a des groupes qui, effectivement, quand les jeunes y vont, sont endoctrinés et deviennent des radicaux dans le sens religieux. Je voulais insister là-dessus. Il y a un deuxième élément aussi qui sort beaucoup, parce qu'il y a eu des conflits intercommunautaires. Les gens donnent l'impression que ces conflits intercommunautaires sont récents. Ça a toujours existé au Mali. Déjà en 1996, je me rappelle bien, avec une équipe de recherche sur les questions foncières, on avait identifié à peu près 860 conflits intercommunautaires ou intracommunautaires dus à la gestion des ressources foncières dans cette région de Mopti. Et déjà, pourquoi? Parce que la justice était très mal rendue, parce qu'il y avait la corruption de l'administration publique par rapport à ces types de conflits. Pourquoi ça s'est transformé aujourd'hui à des conflits aussi violents, avec des massacres que nous avons connus? Ce n'est pas du tout le fait que le conflit n'existait pas, qu'il n'y a pas de mécanisme. C'est parce qu'il y a eu des interférences externes par rapport à ces phénomènes de régulation de conflits, et à cause des problèmes de gouvernance, donc que ces conflits ont dégénéré avec la forme que nous connaissons aujourd'hui. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui transparaît beaucoup au niveau des médias internationaux, sur lesquels je voulais insister. Donc quand on prend aujourd'hui la trajectoire, parce que c'est ce qui est bien actuellement, que le Mali rentre en négociation avec Yad Agali et avec Amadou Koufa, qu'on a qualifié de djihadistes, tout ce qui s'ensuit après. Maintenant, on commence à oublier les termes, on va beaucoup plus sur les terroristes. Le mot djihadiste, parce que tout le monde sait que la situation qui prévaut, qu'on parle de l'histoire de MLA, on vient à Ansardine, qui a été créé après, et après on va au Moujao. Moujao, qui on a dit, c'est Acmi qui intervient et tout ce qu'il y a, qui a disparu aujourd'hui pratiquement de la circulation, même s'il y a des interventions. Moujao arabe et Touareg, et puis Moujao Peul au niveau du centre du Mali, donc qui était composé essentiellement aussi de Peuls venant de la région, et qui était venu pour revendiquer les bétails volés sur d'autres pays, dans d'autres pays comme le Niger et autres, pour être vendus au Mali, ou qui venaient pour récupérer les espaces pastoraux qui avaient été bloqués par les types d'aménagement de champs, etc., etc. Donc quand on prend l'un dans l'autre, on voit bien qu'il y a l'aspect macro avec les interférences de la ruée vers des ressources qui sont dans ces zones-là, et qui a créé aussi un conflit entre différentes coopérations au niveau du nord du Mali. Et quand on voit la manière dont on a attisé des conflits internes, on comprend bien les causes profondes du problème auquel le Mali est confronté. Et donc à ce titre-là, il y a beaucoup de groupes. Récemment, à la frontière du Sénégal, il y a eu des mouvements. Ça ne peut pas être des personnes dues à Amadou Koufa ou à Yad Agali. Ce n'est pas leur terrain de prédilection. Ils ne sont pas aussi dispersés pour aller dans ces zones-là. Il y a beaucoup d'autres groupes qui se sont créés, parce que certains sont aujourd'hui dans la logique d'aller attaquer des camps militaires ou d'autres pour prendre les armes et les revendre. Ça fait la Kalachnikov aujourd'hui fait 80 000 francs CFA dans cette zone avec un premier chargement que tu as. Donc c'est un commerce, mais aussi ça une prolifération des armes qui permet à certains d'aller attaquer des personnes qui vont dans les foires hebdomadaires ou de 3 jours pour les priver de leurs ressources. Quand il y a des résistances, ils tuent. Sinon, on ne regarde pas les cartes d'identité des gens pour voir qui est chrétien, qui est musulman, pour les tuer. D'ailleurs, s'il devait y avoir un fondamentalisme religieux qui intervient dans une zone, ce n'est pas à Tombouctou et à Gao que ça va se passer. Ça allait se passer ailleurs, parce que c'est là où l'islam est rentré. Et je crois que c'est là aussi il y a le plus grand mouvement, plus grande population musulmane de ces pays. Le christianisme est rentré par Kita, et donc où se passe les pèlerinages annuellement, mais je crois que c'est une zone qui est suffisamment calme. Donc il y a une dimension macro liée à cette question des ressources, et ensuite il y a un certain nombre de facteurs internes qui ont contribué, et le problème de gouvernance, le problème de négligence de l'État vis-à-vis de sa jeunesse, qui a attisé et qui a créé aujourd'hui la deuxième dimension de conflit intercommunautaire dû à cette intervention française. Je m'arrête là. Je pense qu'on pourra avoir l'occasion de changer de façon plus approfondie sur cette question. Merci.
a introduit l'enjeu important des ressources naturelles dans le domaine foncier et des ressources minières. Mais aussi, il a soulevé, de mon point de vue, la question des facteurs qui ne sont pas des facteurs de risque qui ne sont pas seulement externes, ou bien qui ne sont pas la plupart du temps externes, mais aussi internes à nos économies. Maintenant, j'invite Trevor à nous parler de l'Afrique du Sud dans sa communication intitulée South Africa's Shrinking Sovereignty, Economic Crisis, Ecological Damage, Sub-Imperialism and Social Struggles. Merci, Trevor. On vous invite sur le présidium. Thank you very much. It is a great honor to speak in this very important occasion. The homage to Comrade Samir Amin, a great revolutionary, scholar, and visionary. I'm going to talk about what is wrong in South Africa, what went wrong. Despite the title, I will talk under the theme, the primacy of politics and the failure of the capitalist road in South Africa. South Africa is a country in crisis. No one believes the rosy picture painted by our leaders anymore. Not anyone who lives in South Africa. Yes, we agree the defeat over apartheid was a great victory, but compared with expectations and what was possible, the outcome has been a defeat. South Africa today is the most unequal society in the world. High rates of unemployment, increasing poverty, the land has not been returned to the people. Food insecurity, low quality of education, high rates of gender-based violence against women, children, capital flight. The biggest concern at the moment is corruption, self-enrichment, looting, what is called state capture at the highest level of government. For example, the previous President Zuma had to go because of this. In South Africa, there are daily power failures, blackouts. They are called load shedding, which are very damaging to the economy. The state company in charge of electricity, Eskom, is failing because it is being looted and mismanaged. Also, South Africa is contributing to the ecological destruction of the world. South Africa is the biggest emitter of carbon emissions in Africa because it generates its electricity using coal. Already Africa is paying. Last year there were cyclones in Malawi, Mozambique, and Zimbabwe related to climate change. So what went wrong? There is an ongoing reassessment. There is realism. Archbishop Desmond Tutu's notion of the Rainbow Nation has been shown not to be true. What happened is that the transition from apartheid to democracy was not freedom, it was a deal which favored big capital. In fact, the outcome favored what we call white monopoly capital, so that the new government, the new political elite, black political elite, has not got much economic power. For example, in the sphere of education and culture, there is neocolonialism. University students rose up in 2015 complaining and saying, why are we not being taught the ideas of Frantz Fanon, the ideas of Julius Nyerere, of Cheikh Anta Diop? Why are we being taught Eurocentric ideas? They even dared to say Nelson Mandela was a sellout. Capitalist exploitation of labor continues. During the commodity boom of 2000,
For example, the platinum bosses took all the profits. And then in 2008, when the economic crisis hit and the workers were squeezed, they demanded a living wage. The NC's response was to send police, the Marikana massacre, where 34 striking workers were shot dead. They were demanding an end to the migrant labor system, an end to the cheap labor system. Now, we have to go back and look at what went wrong. Of course, it is true that South Africa in 1994, when we got our independence, it was a difficult time in world history, a difficult conjuncture. As we know, this was the era of the rise of neoliberalism and the fall of communism. But we also know that we make history in conditions not of our choosing. It is how we respond to challenges. It is how the different social groups, classes respond to the challenges. Marx was right, is my argument. Karl Marx was right. The motive force of history is the toiling masses. If you look at how we fought against apartheid, at the forefront was labor, at the forefront was workers, at the forefront it was the working class and the poor. Of course, we are grateful because we got a lot of support in the anti-apartheid movement. Many of you were part of that effort. But note this, the ANC always put itself at the center of history, elevating the role of individual leaders and of itself, and pushing aside the role of the toilers, of the workers. But if you look at our history, for example, the so-called ANC turn to the masses in the 1950s was precipitated by the 1946 mine worker strike. Also, in the 1960s, we had the Pondoland rebellion led by the peasants. This precipitated the ANC's armed struggle. Indeed, you know, the armed struggle was a necessary step in our struggle, but the way the ANC waged it, the way they decided upon it was undemocratic, and they implemented it poorly. Many guerrillas died needlessly in what I can term armed adventures rather than serious military challenges to the apartheid regime. And in fact, one thing was the armed struggle as waged by the ANC and the Southern Communist Party did not involve the masses. So this was a strategic setback. As a result, after Sharpeville 1960, there was a long lull. And that lull, again, was broken by the workers in 1973, the so-called Durban strikes. And then that was the birth of the powerful South African trade union movement. Itself, the first trade union federation for SATU was led by the so-called white left and not by the ANC. In 1976, June 16, when the students rose up, it was not the ANC at the forefront. It was Steve Biko. It was the Black Consciousness movement. Indeed, even in the 1980s, the uprisings in the townships, in the villages, which saw apartheid being pushed to the wall and then asking for negotiations, this was the result of township youth, of workers in the trade unions who formed shop steward councils and united with the civics, with the street committees in the townships to give a real challenge to apartheid. That movement in the 80s, which pushed against apartheid, it was driven by the slogan, working class control. Everyone said the struggle against apartheid must be led by workers, working class leadership. Indeed, every time you wanted to do anything, you had to go to COSATU, to the local of the unions, and put your position.
because you couldn't move without the support of the workers. And that movement, it had a vision of an alternative, the vision of socialism. Its word was workers' power, workers' democracy, a workers' future. And then, of course, this got the bosses worried. It got Harry Oppenheimer worried, Gavin really worried. And what did they do? They ran. Their first meeting was actually here in Dakar. They ran and met with the ANC. Gavin Reilly, all the Anglo-American bosses, they wanted an organization which could help them contain the masses, which was ready to sign a deal, a sellout deal. Indeed, when the ANC took over in 1994, in fact, when it was unbanned in 1990, when Mandela came out of Robben Island because of the movement on the ground of the workers, of the township youth, the first thing it did, it closed down our popular organizations. It closed down the United Democratic Front. It closed down the South African Youth Congress. I was a member of that. It closed down the organization of the Women FETRO. The unions, COSATU, they were tamed and controlled and brought in the ANC, South African Communist Party, COSATU alliance, what Gramsci would call the ruling historic bloc today. The ANC focused its attention on negotiations, on getting a deal which would not scare capital, a deal which would leave capital comfortable. Indeed, the bosses, Oppenheimer, all the people who exploited the workers were now redefined and called social partners. The road of socialism was abandoned by Mandela and the ANC, helped by the Communist Party. Now, so what we see here, a comrade yesterday said, I think it was Comrade Aziz, he said that in Egypt, there was a weakness of the internal forces. That is why the ANC could come in and mislead the struggle. For example, the leadership of the trade union movement, FOSATU, the one which was built on 1973, it had no answer as to how to take state power. It was characterized by a syndicalist perspective, economism. And then the Communist Party, of course, came with this idea of socialism, saying it's a two-stage theory. Start with a free liberated capitalism, only later can we have socialism. And this, of course, suited the bosses. The idea of workers' power was pushed aside, and leadership was given to the middle class of the ANC. They came up with the idea of a patriotic bourgeoisie with their BEE, Black Economic Empowerment. Our President Ramaphosa is a billionaire who benefits from his friendship with Oppenheimer. So basically, to cut a long story short, the path of socialism, even the first program, which was vaguely social democratic, which won the ANC the first election in 1994, the Reconstruction and Development Program, within 2 years it was abandoned, and an economic policy favored by the World Bank was taken over. At the moment, there is a struggle because everyone realizes that things are going wrong. There are a lot of community protests. There are many strikes. Unfortunately, there has not been a coherence, a coming together of a united movement. For example, if you go with the unions, we get a lot of automation, the so-called fourth industrial revolution, where workers are losing jobs. But we find that the unions are fighting what one comrade calls a rearguard action. They are not able to respond to those challenges. But unity is the key. We need to draw together the popular forces. There is new parties like the Economic Freedom Fighters. I don't have time to go into it, coming with strong positions, but also
with the disease of capitalist politics deep down. We have the NUMSA, the Metal Workers Union. It came up with its own political party, the Socialist Revolutionary Workers Party, but they are still struggling to shake off, the teachings of the Communist Party from which they learned their politics. So today, South Africa, Madam Chair, is a pressure cooker. Everyone is crying out, workers. There is a crisis of labor. People are suffering in the townships. Youth unemployment stands at 70%. Everyone is crying out except the bourgeoisie who are making money. And indeed, the ANC today has lost its developmental orientation. It is now embracing the capitalist path. For example, the problem of electricity, of the power failures, it has just recently appointed an Afrikaner CEO to run it, who will push the neoliberal agenda. What we need are the ideas of Samir Amin. And South Africa's relationship to Africa is a bad one. Although our president has just taken over the leadership this week of the African Union, but South Africa is not going to lead Africa out of the imperialist grasp. In fact, we need another anti-apartheid movement to help our leaders, to help us fight the second fight, as the student says, the second decolonization, so that we can liberate ourselves from the grip of imperialism. Comrade Sharif was right. We no longer need development, we need emancipation. Professor Bernard Fono was right. We need the unity of workers and peasants. We need the youth to learn our history, the ideas of Samir Amin, and to learn to restore the role of the working class, of the peasants at the head of our revolution. The youth is the future, but the future is a worker's future. Thank you very much. Merci beaucoup. Je me dois quand même de vous... Trevor vous dira tout ce que j'ai fait pour qu'il abandonne tout et vienne. Il me dit non, je n'abandonne rien, je viens continuer à Dakar. Trésor, c'est cette Afrique rebelle dont je parle tout le temps, depuis des décennies. Trésor, c'est comme c'est Moustapha Kassé, Ahmad Dansoko, Landing Savané, Cheikh Tidiane Gadio, chacun en leur temps, qui étaient des résistants. Nous organisions à l'image de nos aînés, lorsque nous étions persécutés par la police et l'administration coloniale, il nous arrivait d'arriver dans une salle de cinéma, 1 heure avant tout le monde, d'entrer et d'occuper, de constituer un carré au milieu pour nous réunir, passer les messages ou aller nous réunir dans les cimetières. C'est de cette jeunesse rebelle dont nous avons besoin. Le développement, c'est certes la croissance économique, créer de la richesse pour vivre, mais le développement, c'est aussi penser aux autres, à ceux qui vont venir, être conscient qu'il nous faut protéger l'environnement pour arriver à ce que Nyerere disait, une Afrique où on puisse vivre digne et épanoui. Merci Trevor encore une fois. Trésor, c'était le coupeur d'électricité, c'était le coupeur de route. Il faisait partie de cette jeunesse de l'Afrique australe qui alimentait les populations isolées dans les zones inaccessibles. Merci encore une fois, Trésor. Ce qui a constitué presque son exposé et qui est revenu depuis le début dans les discussions, depuis le début du symposium, les rapports de force et comment lutter contre ces rapports de force et sur lesquels le professeur Samir Amin, que nous célébrons aujourd'hui, a toujours réfléchi.
Il est revenu sur les luttes sociales, le syndicalisme, les préoccupations encore persistantes en Afrique du Sud et les perspectives qui peuvent se dégager. Nos hommages à Madame Aminata Traoré, qui est là, notre doyenne. Oui. Maintenant, on passera aux discussions. On peut prendre une liste déjà d'interventions. Je vois M. Gadio, Firoz, M. Gadio, M. Ba. On fera. OK. Non, on nous dit qu'on passe à la pause maintenant et les discussions seront réservées après la pause. Merci beaucoup. Pause santé.